Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club. Comme d'habitude, un épisode que je suis extrêmement heureux de faire parce que Eric, je te le disais rapidement en off, mais on se croise de temps en temps, on a mis du temps et pourtant ACD c'est quand même on va ouvrir le capot d'ACD, mais c'est quand même un des leaders, si ce n'est peut-être le leader, mais tu vas m'ouvrir un peu les chiffres, sur la place des éditeurs aujourd'hui dans le marché de l'expertise comptable. Il se passe tellement de choses entre tous les épisodes qu'on a pu faire au cours des 3 dernières années et l'accélération que j'ai sentie l'année dernière avec la financiarisation, même chez les éditeurs, on ouvrira un peu ça, l'arrivée de l'IA, la facture électronique, il y a les mouvements, il se passe vraiment plein de choses. Tu vois, dans l'épisode que j'ai fait début janvier avec Stéphane Reynaud, on a ouvert aussi ce principe de tout ce qui va se passer dans l'année. Tu me rediras, mais il me semble, je vais arrondir plus de 30 ans, mais je dirais 35 ans d'expérience dans le métier. Tu vois, et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir ta vision. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Au menu du jour, en fait, on va dérouler ça. C'est-à-dire qu'on va dérouler ACD, le produit, vers où tu vas, l'intelligence artificielle, ta vision du métier et plein d'autres sujets. On est ensemble pour 1h et quart environ. Je sais pas si tu as un rendez-vous après, mais tu me le diras plus tard. Si on est bon, voilà, je veux vraiment qu'on prenne le temps. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bienvenue au micro de l'Accounting Business Club. Eh bien, merci de m'avoir invité. C'est vrai que la rencontre s'est faite un peu de manière fortuite, donc à l'autre bout du monde, comme tu le disais tout à l'heure en off. Ouais. C'est pour ça que j'ai accepté très volontiers et très facilement, comme à chaque fois qu'on me demande en fait d'intervenir sur un certain nombre de sujets et un sujet d'une profession que j'affectionne particulièrement depuis beaucoup d'années. Ouais, je remercie, j'en profite du coup pour remercier Mathéa Kersi qui nous a mis en relation, qui a accéléré, je dirais, lors du congrès. Et en effet, on s'est croisés lorsqu'on était en Martinique pour la grande journée de l'innovation et dans un restaurant au hasard. Et voilà, comme quoi le monde est petit. On a échangé longtemps, on s'est dit mais attends, viens, faut que tu viennes au micro, ouvre tout ce qu'on s'est dit en off et on l'ouvre au micro. C'est parti pour l'épisode du coup. Eric, c'est quoi ACD aujourd'hui? C'est quoi l'historique pour replacer un peu dans le marché des éditeurs? Alors, si on repart au niveau de l'historique, ACD, on va reprendre déjà les initiales, le D de Dorac, il y a quasi 45 ans. Alors, je n'y étais pas, mais j'étais pas loin. Donc spécialisé dans le monde de l'informatisation des cabinets comptables, c'était déjà une première révolution, puisque à l'époque, tout se faisait en fait à la main. Il y avait éventuellement CCMC avec du traitement à façon, mais c'était tout. Puis en fait, ça évolue. Arrive le C de ACD, qui est Cador, la société sœur de Dorac, qui du coup devient spécialisé dans la micro-informatique. Donc c'est vrai que là, on commence vraiment la généralisation de l'informatisation. Au niveau toujours pareil des cabinets comptables, puisque de toute façon ACD a toujours été spécialisé dans les cabinets comptables et n'a fait que en fait des solutions pour experts comptables, ce qui vaut aussi un petit peu notre spécialisation et également je dirais tout notre savoir-faire et notre plus-value. Et pour finir, A de Azure Conception, donc là qui a commencé en 91, mais on s'est rencontrés bien plus tard. Voilà, le puzzle, je dirais, est réuni. A Azure, c'est Cador, D Dorac, ACD. Donc ACD, c'est la réunion de 3 éditeurs en fait, de 3 produits. Réellement, en fait, de 2, puisque Cador, Dorac, c'était 2 sociétés sœurs. Okay. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi, j'ai commencé en fait avec Cador en 85. Donc toi, t'es rentré chez Cador? Chez Cador, absolument, en tant que jeune développeur. Donc voilà, donc une société où il y avait 5 personnes peut-être. Ah. Donc à l'époque. Et puis j'ai repris la direction technique au début des années 90, avant en fait de racheter la société. Mais quand j'ai racheté la société en 2000, on était 12. T'as racheté la société, vous étiez 12 personnes? 12 personnes, voilà. Donc, et aujourd'hui donc c'était en 2000, donc 25 ans plus tard. C'est ça. 26 ans. Tout de suite derrière, on a rencontré les gens d'Azure Conception. C'est comme ça en fait qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et donc là, c'est vrai que très rapidement, on parlait d'ADN, de feeling avec les personnes et autres. Et c'est là où, en effet,
bien souvent, donc les rencontres sont aussi, on fait des rencontres humaines, et ça en a été une. Donc c'est vrai qu'on s'est tout de suite bien entendu. En gros, Azure cherchait un petit peu un leader qui malheureusement était disparu il y a quelques années en fait auparavant. Et puis moi je cherchais personne, mais en fait j'ai rencontré tout le monde. donc avec des gens bosseurs, sympas. Donc voilà. Et à partir de là, on a appris un peu le meilleur de la gestion, le meilleur en fait de la production, et on a monté en fait ACD. Ok. Donc je suis devenu en fait l'actionnaire principal d'Azure Conception avant en fait de fusionner. En 2009-2010, et en fait vraiment là de créer ACD. Voilà. Ok. Donc t'as eu 9-10 ans où t'as drivé CD, grosso oui, modo. c'est ça. Quand on a fait en fait la fusion donc en 2009-2010, on était 80 personnes, on avait 800 cabinets à peu près. Ouais. Donc aujourd'hui, les chiffres, on est 300-350 personnes. On répartit sur tous les sites. J'incorpore bien entendu nos partenaires qui sont en fait, on les appelle habituellement des revendeurs, mais j'ai horreur en fait de ce mot-là, puisqu'en effet, avec moi, les relations sont en général des relations assez fortes. Basé sur la confiance, et les partenaires, c'est vraiment en fait des gens extraordinaires qui sont là en fait pour nos clients, pour la commercialisation, mais aussi pour l'accompagnement en fait au quotidien de ces clients, avec des gens en fait de haut niveau. Et donc je les salue bien entendu, et je les incorpore dans la famille ACD. Mais aujourd'hui, c'est en effet 300-350 personnes réparties sur toute la France, y compris aux Antilles où on s'est rencontrés. Ouais. Et à peu près avec 3500 cabinets comptables aujourd'hui en fait équipés, quoi. Et qu'est-ce que tu as vu en gros changements, tu vois? C'est quoi les plus gros changements que tu as vus au cours des 25 dernières années? J'interromps 10 secondes ton épisode. Si tu transformes ton cabinet, rejoins les 32 experts comptables dans l'Accounting Business Club. On ouvre 50 places, c'est tout. Pour candidater, rendez-vous sur accountingbusinessclub.fr, lien en description. Et tout de suite, retour à ton épisode. Alors, il y a eu beaucoup de changements, mais c'est là où des fois je me défends de dire que la profession est une profession immobile qui change pas, etc. Ça, c'est les gens qui en fait sont de l'extérieur, qui en fait pensent ce genre de choses, et je trouve que l'image de l'expert comptable n'est pas assez valorisée. Puisqu'en effet, alors là, c'est un bouleversement qu'on est en train de vivre, et on va y revenir, je pense. Mais quand on voit le début de l'informatisation, le début de l'EDI, la digitalisation, etc., qu'en fait on a porté, ce qui a fait aussi notre succès, puisque le collaboratif que tout le monde trouve super en fait aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Donc voilà. Tu sais avec la suite e-suite, c'est ça? Oui, c'est grosso modo c'était le début du collaboratif. Voilà, le collaboratif, c'est chez nous la gamme e-suite expert, mais qui maintenant avant était plus un add-on. Aujourd'hui, c'est en fait c'est intégré, puisque entre les applications bureau, les applications déportées, qui soient en web, qui soient en mobile et autres. En fait, ça, c'est un tout, quoi. Ça, c'est aussi les nouvelles technologies, les nouveaux modes de développement qui ont aussi évolué, qui permettent ce genre de choses, que je sois sur un smartphone, que je sois en web, à distance, ou que je sois au bureau avec 2-3 écrans et du multi-fenêtre. Encore une fois, tout dépend du contexte, tout dépend en fait de ce qu'on a à faire. Mais encore une fois, ce mode, c'est aussi un mode qu'on a avec la suite Office. Au niveau de la suite Office, il y a bien en fait des applications bureau qu'on a au bureau, sur un ordinateur lourd, avec en fait toute la fonctionnalité. Et puis en fait, on a aussi une mini suite Office en mode web, et puis on a aussi sur le smartphone de quoi répondre à quelques mails, de quoi visualiser un document Word ou Excel. Donc voilà, donc le principe est exactement le même, quoi. Mais là, les changements, en effet, ça a été surtout des changements, on va dire, de presque légaux. Il y a eu le DI, la DSN, il y a eu des choses en fait comme ça, la digitalisation et en effet le mode collaboratif. Et puis petit à petit, en fait, l'automatisation qui en fait s'est mis un petit peu en place, ça jusque il y a encore 1 ou 2 ans. Ouais.
avant en fait de l'arrivée de la facture électronique et de tous les bouleversements qui s'ensuivent, quoi. Là, vous avez vraiment vu un changement, tu vois, par rapport au, tu vois, t'as quand même un parc client qui est, je sais pas, c'est un peu vulgaire le mot parc client, mais on va dire que t'as une vision quand même assez large de ce qui se passe dans les cabinets. J'imagine des cabinets un peu de toute taille. Quelle transformation t'as vu déjà au cours des 2 dernières années où il s'est passé tellement de choses entre l'intelligence artificielle et les reports de factures électroniques, etc. C'est quoi les gros changements que tu vois toi dans les cabinets ? Alors, encore une fois, alors déjà, au niveau des cabinets, je dois dire qu'il n'y a pas les petits ou les gros cabinets. Il y a des cabinets malins, il y a des cabinets qui, en fait, se transforment, des cabinets qui évoluent et des autres. Et c'est pas une question de taille, hein. Moi, j'en ai connu, en fait, des petits qui étaient souples, agiles et qui allaient vite, et des gros qui étaient souples, agiles, qui allaient vite, hein. Et l'inverse aussi. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est quoi ? C'est un état d'esprit ? C'est les dirigeants ? C'est une vision ? Je pense qu'encore une fois, c'est l'état d'esprit du dirigeant et la vision, hein. On parlait tout à l'heure, hein, d'être toujours à l'affût, de pouvoir se nourrir de tout et de n'importe quoi, de vraiment, en fait, au quotidien, enrichir sa connaissance personnelle et toujours, en fait, sa capacité à se remettre en question. Hein, dire, ok, c'est bien, alors mon petit Eric, t'as 40 ans d'expérience, t'es arrivé. Non, je suis absolument pas arrivé. Les 40 ans d'expérience permettent d'avoir de l'expérience pour aller en fait plus vite demain et mieux s'adapter en fait demain. Ça ne sert qu'à ça l'expérience, hein. Sinon en fait c'est que des idées de vieux cons et c'est tout, hein. Donc voilà, donc c'est ça en fait qu'il faut voir. Donc là, en fait, au niveau des cabinets, on le voit bien, la transformation. Il y a ceux qui se sont mis au digital, ceux qui en fait ont testé en fait un certain nombre de choses, et les autres, hein. Maintenant, encore une fois, aujourd'hui, on ne voit pas encore les impacts réels de la facture électronique. On en parle énormément, mais en fait, on ne les voit pas. Mais il n'y a pas que ça, hein. Alors j'ai été un peu cash, mais comme à mon habitude, l'autre jour, quand on m'a parlé de la facture électronique, je me suis dit que, bah oui, mais la facture électronique, au point de vue technique, c'est un non-événement. Alors, tout de suite, bien entendu, les gens en face de moi sont montés au plafond. Je me suis dit, mais prenez en fait le DI, hein. On prend un fichier, on l'envoie à une plateforme, qui l'envoie à la DGFiP et qui l'envoie à une autre plateforme. Si on résume en fait la facture électronique, c'est ce qui se passe. Donc, techniquement, c'est pas une problématique. La problématique aujourd'hui de la facture électronique, c'est qu'en fait, on a eu les informations techniques excessivement tard. On le voit encore avec l'API AFNOR et autres. Eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé il y a que quelques mois. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu le temps encore de bien appréhender tout ça. On est focus sur, bien entendu, les tests qui ont eu lieu au mois d'octobre. Là, le dossier qu'on a rendu en fait au mois de décembre pour être prêt sur l'agrément définitif, hein, qui doit se clôturer le 14 janvier. Donc voilà, donc on est en fait là-dessus, mais on prend en fait le e-reporting. Bien le e-reporting, il y a encore plein de zones d'ombre. Et là, bien entendu, on va commencer à rentrer dans le dur courant en fait de l'année 2026. Alors pourquoi c'est un si gros bing bang, tu vois, dans toutes les discussions, dans toutes les têtes, ça a fait les thèmes de plusieurs congrès. Pourquoi selon toi, alors que techniquement c'est pas un sujet ? Alors techniquement c'est pas un sujet. Ouais. Mais je parle bien de la technique. Ok. Donc c'est en fait tout ce qui va derrière, et il y a surtout que jusqu'à maintenant on a connu en fait l'EDI, la mise en place de l'EDI, hein. Alors, je me souviens en fait qu'à l'époque il y a eu des remous aussi avec l'EDI TVA. Quand il a fallu expliquer aux experts comptables qu'ils allaient devoir en fait abandonner les chéquiers signés en blanc qui étaient en fait planqués dans les coffres, parce que tous les cabinets en fait le pratiquaient, enfin, voilà. C'était bien entendu impossible, mais bon, bref. Donc ça, c'était en fait le truc, à faire le paiement à la place en fait de leurs clients. Ça a été une révolution au niveau de la mentalité. Mais en fait, c'est quelque chose qui s'est passé par plusieurs étapes. C'est en fait quelque chose de technique qui était globalement abouti, même s'il y a eu quelques évolutions, qui en fait s'est fait par tranches petit à petit et qui s'est fait sur 2-3 ans. Donc ça va arriver d'un seul coup et en fait tout de suite, parce que je rappelle aujourd'hui, et bon, on espère que dans un mois et demi ça va se passer au mieux, mais aujourd'hui il n'y a encore aucun test de bout en bout qui a été fait avec personne.
J'entends plein de gens qui sont prêts, qui sont machin, qui truc. Oui, alors nous, on peut le dire aussi. On est prêt à faire feu. Ouais, mais on n'a pas encore tiré une seule munition. Voilà, ouais. Et tout le monde est comme ça. Alors on est tous avec nos fusils. Donc on a bien la cible en vue. Voilà, mais on n'a pas encore appuyé sur la gâchette. La gâchette, c'est dans un mois et demi. Et puis, donc une fois que ce sera validé, ça partira petit à petit. Donc courant 2026 et surtout là sur on va dire le deuxième trimestre. Mais même la DGFiP commence à dire, c'est encore en négociation sur le nombre de dossiers qu'on va pouvoir mettre en pilotage et autres. Je pense qu'ils craignent aussi, alors ça c'est pure réputation, donc voilà, mais qu'il y ait trop d'afflux et que en fait tout casse d'un seul coup et d'avoir une mauvaise publicité, je le comprends, mais de toute façon il va bien falloir le roder. Donc voilà. Maintenant, la facture électronique, encore une fois, la partie technique n'est pas une problématique, c'est aussi une partie culturelle, et aussi, derrière, ce que ça va amener. Et ça va amener aussi de la digitalisation à l'ensemble donc de l'écosystème ou du système économique plus exactement donc français. Ça c'est jamais fait. Aujourd'hui, moi j'entends parler de tout un tas d'éditeurs, des Sedge, des EBP, des Pierre, Paul, Jacques, peu importe. Mais le premier logiciel utilisé pour la facturation aujourd'hui, c'est Office. Ouais. Oui, ça reste. C'est juste interdit par la loi, donc le RGPD, j'en parle même pas, mais c'est quand même le premier. Ça reste le premier logiciel encore aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est quand même le premier logiciel utilisé. Donc rien que ça, va falloir en fait transformer l'ensemble en fait de l'économie et l'ensemble en fait du système économique français. Et, je pense que c'est 20 à 25% en fait de la population. Bon, sur 4 millions, ça en fait quand même 1 million à convertir. Va falloir aussi travailler sur en fait tous les gens qui ont en fait des systèmes mais qui n'ont pas vu en fait cette réforme et dont ça va amener en fait également un certain nombre de choses. Je tairais en fait des marques de luxe allemandes qui il y a encore pas très longtemps envoyaient des factures papier, voilà. Et pourtant on peut se dire à ce niveau quand même une facture à minima PDF, mais ils n'avaient pas. Okay. Donc voilà, donc on voit bien en fait la transformation profonde en fait de la chose. Donc ça, c'est encore une fois le changement en fait de mentalité. Ça veut dire aussi que les factures qui arrivent, qu'on met de côté dans la fameuse boîte à chaussures. Donc on l'appelle comme on veut, mais ça reste toujours comme ça. Ça peut être une bannette, ça peut être mais une boîte à chaussures qu'on remet par paquet en fin de mois à l'expert comptable, ça va être fini ça. Ça veut dire qu'en fait, les gens vont devoir utiliser un logiciel pour émettre, un logiciel pour recevoir, et donc forcément, derrière, il va y avoir en fait de l'automatisation à outrance et de l'automatisation très facilitée. Il n'y a plus d'OCR, il ne va plus y avoir d'OCR. Donc c'est ça, tu vois, la grosse transfo, en plus du mindset, de l'état d'esprit, c'est que avant le DI, c'était censé être digital, mais les gens, ils pouvaient encore amener la bannette, là où aujourd'hui la bannette disparaît ou deviendra, on en discutait rapide avec Stéphane Reynaud dans l'épisode, une bannette digitale peut-être. Alors, la bannette digitale existe déjà. C'est quoi? C'est je veux dire, un Dext où on envoyait tout d'un coup sans traiter. Un Dext, un Chain Trust ou tout simplement ce qu'on fait avec un e-dépôt et un ACDFAC. Enfin, je veux dire, donc tous les éditeurs aujourd'hui ont mis à disposition des cabinets comptables ou des clients des cabinets comptables de quoi en fait numériser des pièces, numériser avec le meilleur scanner qu'on a en fait dans la poche, c'est-à-dire téléphone portable, ou en fait un gros copieur. Enfin bon, ça dépend en fait du volume, et la façon de le faire. Mais on a déjà en fait ces bannettes digitales, ça existe déjà. La grosse différence, c'est que justement, on aura presque plus de bannettes. Concernant les factures, mais il n'y a pas que les factures, donc les bannettes vont quand même continuer à arriver pour les documents fiscaux, pour les documents sociaux, pour tout un tas de types de documents qui ne seront pas en fait concernés par la réforme, mais n'empêche que l'ensemble des factures et ce qui en fait compose quand même le gros de la tenue comptable, qui représente quand même 80% du chiffre d'affaires des cabinets aujourd'hui, eh bien en fait vont arriver de manière totalement transparente et digitalisée. Et surtout, dans un format en fait qu'on reconnaît.
Aujourd'hui, il y a toujours eu en fait des problèmes de reconnaissance, hein, alors plus ou moins bien appréhendés, plus ou moins bien, je dirais, utilisés ou organisés, hein. On parlait de Dex tout à l'heure, hein, avec qui on travaille aussi. Donc en effet, leur produit est une chose, mais il y a surtout qu'ils amènent un service en plus, hein, un service de saisie, derrière, comme d'ailleurs facture.com, hein, ils proposent ce genre de choses. Là, tout ça, en fait, ça va disparaître. Ça va disparaître puisqu'en effet, donc à l'intérieur donc du fichier PDF qui va arriver, il y a tout ce qu'il faut pour en fait mettre à jour la comptabilité. Donc aujourd'hui, forcément, toute l'automatisation, voire même si on y met un petit peu d'IA, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein, ni en fait des choses très compliquées. Ça pose aucun problème, hein. On travaille déjà comme ça, donc avec Je Déclare, donc depuis 2 ans, je crois. Forcément, les factures arrivent, ils sont intégrés dans la compta. Ça, c'est un sujet de la PA ou c'est un sujet de l'éditeur, tu vois, de production? Alors, je vais juste revenir, je reviendrai en fait sur la question. Je me tue à expliquer la différence entre la solution compatible, hein, XOD, et puis la PA XPDP. Pour en fait aller jusqu'au bout, c'est là aussi où c'est la différence. C'est qu'en fait aujourd'hui, le cabinet maîtrisait en fait la panette. La banette. La panière, c'est lui qui en fait décidait au moment où en fait il allait les recevoir, etc. Et d'ailleurs, nous on le voit bien en fait au niveau des graphiques, hein. Pour faire simple, c'est très schématique, c'est pas toujours comme ça, mais bon, donc beaucoup. Jusqu'au 10 du mois, c'est encéphalogramme plat, hein, il y a quasi pas de flux, et puis d'un seul coup, ça commence à bouger. Jusqu'au 21, 22, je sais pas trop pourquoi, il doit y avoir un truc à cette période. Il y a une échéance tous les mois. Voilà, cette échéance. Et puis en fait, arrivé le 25, mais ça recalme. Encéphalogramme plat. Donc 80% des documents sont traités entre le 10-15 du mois et le 24. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est l'échéance de TVA. Donc demain, ça va être terminé. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'aura plus en fait ces pics-là. Les pics du 18 au 24 là, qui sont juste impossibles à traiter, ou 10 fois plus de puissance de serveur qu'en fait d'habitude. Mais d'un autre côté, en fait, ça va arriver au fur et à mesure. Il y a surtout qu'en fait, ça va arriver au fur et à mesure. Et donc, du coup, notamment au niveau des cabinets comptables qui, jusqu'à maintenant, maîtrisaient le moment où, en fait, ils allaient s'organiser, en fait, pour avoir les documents et les traiter, là, ils vont les avoir au fur et à mesure. Et ils vont devoir, au fur et à mesure, en fait, les traiter, les analyser et surtout les contrôler. C'est pour ça que aujourd'hui, déjà, en fait, donc dans la vue, ça va changer en fait des choses. La saisie à ce niveau-là va être totalement automatisée. Quand on rajoute la banque, on a mis en fait les achats, les ventes et la banque. Il reste plus grand chose en fait en tenue. Quand on fait derrière, comme chez ACD, quand on a une révision automatisée, très performante, sur lesquelles on est en train de lui coller en fait de l'intelligence artificielle pour faire en fait de l'automatisation aussi, autant dire que 80-90% de la tenue va être automatisée en fait au sein des cabinets. Donc c'est ça, mais donc là, les collaborateurs vont être aussi devant des écrans et ils vont en fait contrôler les flux. Et ça, tu le vois au réseau combien de temps ? Ah, mais c'est là. C'est là. Ah là, c'est là. Alors aujourd'hui, c'est encore un peu flou parce que c'est pas encore lancé, mais c'est clair que dès le mois de septembre, là, on est en plein. Ouais. On y est en plein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant parce que là, tu en diffuses fin janvier, on enregistre début janvier, ça veut dire que les dirigeants de cabinets qui ont des équipes là doivent penser que, on va dire octobre, novembre, allez, je laisse 2 mois un peu de mise en main, mais c'est-à-dire qu'à partir de novembre, grosso modo, le collaborateur qui faisait de la tenue saisie va passer en pilotage contrôle, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il va changer radicalement en fait, de choses. Et c'est là où, en effet, on parle de la facture électronique, mais il n'y a pas que ça. En plus de la facture électronique, il y a l'évolution en fait aussi de la technologie, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors sur l'IA générative, donc ça, c'est ce qu'on a à peu près tous mis dans les logiciels, avec les remontées d'informations, les analyses très poussées, etc. Enfin, je veux dire, un chef de cabinet ou un expert comptable sur un petit cabinet qui prend un dossier, il n'a plus besoin en fait d'avoir le collaborateur pour faire une synthèse sur le dossier. C'est fais-moi la synthèse du dossier. Voilà, et c'est fini. Et la synthèse, il a sur 3 pages toute la synthèse du dossier, les points faibles, les points forts, les points de vigilance, les points en suspens, etc. Enfin, voilà. Donc pour
faire sa révision et donner son appréciation et donner le dernier coup de patte de l'expert comptable sur en fait un dossier, ça va aller extrêmement vite. Voilà. Donc il y a toute cette arrivée technologique. Il y a aussi l'arrivée donc des banques, avec alors là des banques, mais je parle surtout de l'open banking et des gens comme Shine. Donc on l'a vu il y a pas très longtemps. Donc Shine qui a été racheté par Cegid. Qui a été racheté par Cegid. Donc mais avec Swan, qui est pas mal utilisé. Nous en fait on est intégré avec Conto, mais pas que. Il y a aussi des gens comme Revolut qui arrivent en fait très fort. Ouais. Donc ça arrive très fort. Et d'ailleurs, ça arrive tellement fort que c'est là où on voit aussi le changement en fait de monde et de paradigme, puisque quand on voit qu'un Revolut est quand même valorisé 75 milliards de dollars, c'est quasi en fait la valorisation boursière d'un BNP Paribas. Quoi. Ouais. Une Société Générale, c'est 145 milliards. Et un Revolut qu'on connaissait très peu il y a 2-3 ans, qui arrive en force, c'est quasi à ce niveau-là. C'est clair que là, quand on parle de concurrence et de transformation et de bouleversement de marché, on le voit bien que c'est dans tous les domaines, et y compris en fait au niveau des banques. Et les banques, donc en effet, plutôt que, alors moi j'ai pas de conseils à leur donner, mais plutôt que se lancer à faire donc de la PA, des solutions et autres, qui pour moi c'est un peu antinomique, il ferait mieux juste de s'occuper de leur métier et puis en fait de connecter facilement en fait leur compte avec en fait des applications, parce que ça c'est aussi en fait l'évolution et la révolution. On va avoir en fait la gestion des comptes à l'intérieur en fait des applications. Quand en effet, donc chez nous, on a la gestion des factures et derrière, en fait, on a un compte pro qui en fait est associé donc à l'application, eh bien forcément, ça devient hyper facile. Donc bon. Quand tu dis application, c'est-à-dire qu'en fait, la bataille aujourd'hui pour toi, c'est d'être le cockpit financier, l'outil cockpit financier du dirigeant. Alors, pour moi, en fait, c'est l'expert comptable qui doit être le cockpit financier. Okay. Donc, et en fait, les missions de l'expert comptable vont se transformer. C'est entre autres aussi pour ça que, alors même si on était extrêmement proche avec Webi, on a en fait repris Webi dans l'escarcelle ACD. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'automatisation, eh bien, va être je dirais, va être là à outrance, comme en fait, je viens de le dire. Et derrière, il va falloir en fait du pilotage. Mais le pilotage, c'est pas en fait des indicateurs. Ça veut rien dire. Ça fait 20 ans qu'on me dit ah oui, il faut des tableaux de bord. Mais ça veut rien dire un tableau de bord. Enfin, je suis sûr qu'on si je te demande ta définition du tableau de bord, tu vas pas avoir la même définition que moi du tableau de bord. Et au sein d'une même société, je suis sûr qu'on n'a pas la même vision. Du coup, le tableau de bord, c'est vraiment l'accompagnement de l'expert comptable envers son entreprise. Et c'est comme ça qu'il va aussi changer. Et que donc sa mission, je dirais, de tenue va en fait aller vers une mission d'accompagnement. J'appelle pas ça une mission de conseil parce que donc là on est assez d'accord avec Jérôme Clarisse. Donc là-dessus il n'y a pas de marché de conseil ou très peu. C'est pour ça qu'en fait ça décolle pas 7%. Ceux qui en font vraiment, allez, ils vont monter à 15% de leur chiffre d'affaires, mais ça a jamais décollé parce qu'en fait il y en a très peu. Et il faut avant tout en fait accompagner les chefs d'entreprise en fait dans ces révolutions, dans ces évolutions en fait profondes. C'est là où en fait on voit d'un côté la facture électronique, de l'autre côté la digitalisation, encore d'un autre côté l'arrivée en fait des banques, l'arrivée de l'intelligence artificielle, et tout ça arrive en même temps. Et en même temps qu'en fait un autre phénomène qui est l'arrivée des fonds, des fonds d'investissement. Alors tant au niveau des cabinets, qui font un peu tourner la tête au niveau des cabinets, où en fait peut-être des experts comptables pourraient en fait se dire mais qu'est-ce qu'on fait quoi, là il y a une révolution, est-ce que je me lance dans la révolution ou pas, ou est-ce que je prends en fait le chèque qu'on me propose. Mais bon, encore une fois, je ne crois pas en fait à la financiarisation complète de la profession, même si elle existe. Je rappelle quand même que 80% en fait de la profession, c'est moins de 10 collaborateurs. Les fonds, ils s'intéressent pas en fait aux petits cabinets, même encore une fois si ça ruisselle. Mais et il y a aussi l'arrivée en fait des fonds et surtout des financements. Quand on voit un HG Capital avec 100 milliards, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a les cabinets.
au sein en fait donc de la tech, et on voit bien en fait Visma qui arrive en force, hein, et je pense qu'il y aura en fait quelques annonces en 2026. Ouais, très proche là. Je pense que tout le monde l'a un petit peu en fait dans les tuyaux, mais bon, va encore y avoir en fait des annonces. Mais un HG, c'est pareil. C'est des gens quand même qui amènent beaucoup en fait d'argent en fait derrière. Ouais. Il y a des levées de fonds qui sont encore en cours, qui vont être, je pense, annoncées d'ici quelques temps. Qui sont en fait énormes. Ouais. Donc là, l'unité monétaire aujourd'hui, en fait, c'est le 100 millions d'euros. Et justement, face à ça, comment tu fais pour rester indépendant ? Face à une arrivée d'AG qui met des billes partout et qui va faire encore d'autres choses, face à Visma qui, idem, est en train de décider. J'ai l'impression d'être dans Risque, tu sais, le jeu où maintenant c'est devenu directement mondial, quoi. C'est-à-dire qu'avant c'était vraiment français, c'était que des éditeurs français. Il y avait que Cegid qui était parti un peu à l'international et Sage qui était venu. Mais là aujourd'hui c'est vraiment mondial, toi. Et comment tu fais toi face à tout ça en 2026 pour rester indépendant ? Alors, avant de répondre à ta question, et je vais y revenir par le prisme de l'autre question auquel je n'ai pas répondu, la PA. Et j'allais y revenir aussi, hein. Je l'avais sur le coude. Voilà. Comme quoi, en fait, je perds pas le fil. Nous, il y a plein de gens en fait qui disent ouais, mais la PA est intégrée à la solution compatible, etc. Nous, ça nous va bien en fait dans notre idée, mais on le voit bien au sein du village connecté. Nous avons en fait une plateforme agréée au niveau du village connecté, n'empêche que vient se connecter dessus différents outils, différentes solutions. Il y a Make d'un côté, il y a eSuite en fait de l'autre, il pourrait y en avoir d'autres. Avant tout, une plateforme agréée n'a pas en fait donc de service. En gros, c'est la différence entre un serveur de messagerie, dont on n'entend pas parler, il faut que ça marche, mais on n'entend pas parler. Et de l'autre côté, le client de messagerie, qu'on a en fait, soit sur smartphone, soit en bureau, comme je disais tout à l'heure. Hein, donc là, et on va pouvoir lire différentes choses. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir avoir un client de messagerie en iOS, en Android, en web, en mode bureau, etc., etc. Donc c'est ça en fait la différence. Donc tous les services vont être portés par les solutions compatibles. Et c'est là où en fait faut pas se tromper parce que il y a des messages on va dire un peu contradictoires. Il y a plein de gens en fait qui viennent me voir et disent ah ouais mais moi je suis engagé avec une PA. Non, avec une PA on n'est jamais engagé. On est engagé avec les solutions compatibles. Donc, attends, vas-y, alors refais-le moi, parce que tout à l'heure tu parlais d'une course, il y avait beaucoup d'armes, et c'est vrai que c'est une course à l'armement et au message marketing. Alors, tu prends en fait Booster Digital, d'accord. Toi, tu vas en fait, tout le monde dit il faut choisir en fait une plateforme agréée. Ouais. Moi, je dis non, on choisit pas une plateforme agréée. Et d'ailleurs, si en fait pour Booster Digital, tu avais une plateforme agréée, tu peux changer n'importe quand de plateforme agréée. C'est-à-dire que on va prendre Conto. Vas-y. Mais réellement, en fait, c'est pas une plateforme agréée que tu as besoin. C'est en fait d'un logiciel pour gérer ta boîte. Ouais. D'un logiciel pour gérer tes factures d'achat. Un logiciel pour gérer tes factures de vente. D'accord. Et qui, en effet, va dialoguer avec une plateforme agréée. Et par contre, ce logiciel, qui est en fait la solution compatible, lui, on peut dire, écoute, c'est bien, tu vas me payer en fait 10 balles pendant un an, pendant 12 mois, 36 mois, etc. Donc avec la solution compatible, tu peux être engagé, alors qu'avec la plateforme agréée, là encore une fois, le double discours, mais la DGFiP dit, non, mais il n'y a aucun engagement. Si en fait vous êtes inscrit sur une PA, vous pouvez en fait changer de PA quand vous voulez. Et c'est vrai. Mais par contre, l'engagement, tu l'as pas avec la PA, tu l'as avec la solution compatible. Ouais. C'est là où en fait il y a bien en fait les deux choses et il faut bien en fait discerner les choses. Alors tu prends en fait le cas de Conto, d'accord. Aujourd'hui, tu choisis pas la PA Conto. Si en effet tu es client Conto, parce que tu as un compte pro Conto, tu dis parfait, hein, bon alors j'ai une solution, je sais pas, à 10, 20, 30, 40, 50, 100 euros, peu importe, suivant en fait tes besoins et le nombre de personnes en fait que tu peux avoir. Donc tu vas choisir la facturation Conto, tu vas choisir en fait la gestion des achats Conto, d'accord, mais c'est avant tout ça que tu vas choisir. Ouais. Et réellement, bien ils vont te dire mais de fait tu es inscrit sur la PA Conto. Donc réellement, ça c'est une fausse idée de dire on s'inscrit une PA. Réellement, on choisit une solution compatible
Et c'est la solution compatible qu'on a choisie qui est en fait nous inscrit à l'APA. Si en fait demain tu travailles avec Matea, Quercy qui a en fait la solution ACD qui dit bah écoute parfait Alexis, donc toutes tes factures vont arriver avec le module que je te mets en place par ACD, et bien tu choisiras donc tu choisiras même pas, tu seras inscrit à l'APA LVC parce que tu auras choisi en fait de travailler avec le logiciel ACD. Et donc le job de Matea là, c'est d'informer ses clients, de leur dire prends l'APA, on travaille sur le choix de l'APA, la plus adaptée pour toi, et du coup, prends l'APA que je vais te recommander. Signe mon mandat. Oui, alors après, c'est toujours pareil. Donc là, encore une fois, ça, c'est toute la difficulté des cabinets comptables. Pensez qu'en fait, ils vont avoir qu'une seule PA et juste illusoire. Ouais. Enfin, c'est juste pas possible. Là, réellement, et c'est le conseil que je donne, je dis pas à nos clients, non mais prenez en fait eSuite avec le module de facturation, machin, truc, ça va bien se passer. Non, je leur dis pas ça. Je leur dis, choisissez une solution compatible qui sert en fait, alors qui correspond aux besoins de vos clients. Ça, c'est hyper important parce que sinon, le client va le rejeter et ça marchera pas. Et qui sert en fait vos intérêts. C'est ça, en fait, le truc. Et d'ailleurs, que ce soit la solution ACD ou pas, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, mon client expert comptable soit content. Mais en fait, le client expert comptable, qui va avoir un booster digital, qui va avoir un carrossier, qui va avoir, je sais pas, un salon de coiffure qui gère avec Planity, etc. Matea va pas pouvoir en fait leur mettre à chaque fois la solution ACD. C'est pas possible. Et donc là, toi, ton rôle d'éditeur, j'essaie d'avoir vraiment tout le tableau. Donc toi, ta solution, ton rôle d'éditeur, c'est d'être capable que ton outil de prod soit ouvert avec toutes les solutions compatibles qui peuvent être PA ou pas. Absolument. Alors moi, réellement, je suis pas connecté avec les PA. Donc, je suis connecté avec les solutions compatibles. Voilà, c'est ça. C'est là où, en fait, il faut bien faire, en fait, la distinction des deux. C'est-à-dire que je peux, ça va être antinomique, mais ça veut dire que je peux être client Penny Lane, mettons, et mon cabinet, il est sur ACD, et en fait, moi, je vais garder Penny Lane en outil solution compatible. C'est ça. Et en fait, mon cabinet, par la magie de la facture électronique, récupérera tous les flux et pourra produire... Il n'y a rien de magique avec la facture électronique. Non, ça n'a rien à voir. Justement, c'est le leurre. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la facture électronique. Donc, en fait, le client final a choisi, en fait, a vu une démonstration de Penny Lane, a été séduit par Penny Lane et prend Penny Lane. Seulement, en fait, le cabinet, lui, a ACD, il veut garder ACD parce que il est content, machin, truc, voilà. Eh bien, c'est simplement l'interface entre un Penny Lane et un ACD qui va faire qu'on va récupérer donc les écritures, les factures, les écritures qu'il y a en fait dans Penny Lane, dans ACD. Okay. Mais je dirais rien de neuf sous le soleil, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, ACD, on a un panel d'une centaine, je sais pas, peut-être 110, 120, tous les jours, la liste s'allonge. On est même interfacé où ça va sortir là, avec Shift, qui nous ouvre, je dirais, tous les logiciels possibles. Et Shift notamment, que j'ai reçu avec un très bon épisode avec Gauthier, justement. Ouais, c'est sympa ce qu'ils font. Donc voilà. Et notamment, en fait, avec tous les logiciels de caisse. Comment, en fait, au bout d'un moment, là, on s'aperçoit qu'il y a, mais il n'y a pas 10, 20, 30, 100. Donc, il y a des milliers, en fait, de logiciels à interfacer. Donc, c'est vrai que ça, c'est le boulot, en fait, d'un Shift. Ça coûte un peu, mais ça coûte moins cher, en fait, que de le ressaisir. Donc, voilà. Et donc, ça permet une fluidité, en fait, un passage d'informations. Mais encore une fois, on prend un Shift. Il est connecté, pas avec les PA, avec les solutions. Ouais, lui, il est connecté avec les solutions. Donc voilà, en fait, pour toi, le sujet, c'est un sujet de solution. Absolument. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc encore une fois, quand je vais faire l'analogie avec le DI, les liasses fiscales, la TVA et autres, on n'a pas choisi une plateforme je déclare, non. C'est bien la plateforme je déclare. Et après, on travaille avec des logiciels ACD, Sage, Cegid, peu importe. Penny Lane, voilà. C'est là où il ne faut pas confondre en fait les choses. Encore une fois, il y a bien la solution et la plateforme. Donc, faut bien en fait, Même si la solution est souvent plateforme, parce que c'est aussi pour ça que viennent toutes les banques, néobanques et autres. Mais c'est là où en effet le discours, au bout d'un moment, noie un petit peu la facilité de
ou rend difficile la lisibilité en fait de la chose, parce qu'en fait, comme les gens disent ah ouais, mais inscrivez-vous à une plateforme, la plateforme fait ci, fait ça. D'accord, mais ça veut dire quoi, qu'on est pieds et poings liés avec une plateforme, avec une solution, avec quoi, voilà. Alors que si on prend en fait le phénomène inverse, on est lié avec personne et on garde en fait son indépendance. Voilà. Et la difficulté, encore une fois, aujourd'hui, et c'est toute la difficulté, c'est ce que j'expliquais il y a encore juste avant Noël, là, je faisais en fait une émission, mais donc aujourd'hui, le schéma est excessivement clair quand en fait on part de la DGFiP. La DGFiP, d'accord, va dialoguer avec un contribuable. Mais le contribuable, c'est pas l'expert comptable. La difficulté, c'est qu'en effet, l'expert comptable gravite autour du contribuable. Et en fait, dans le schéma mis en place par la DGFiP, il n'y a pas donc de l'expert comptable. Il n'y a pas l'expert comptable, quoi. Donc du coup, forcément, ça change entre guillemets pas grand-chose. C'est là où en effet, mon conseil. Donc l'expert comptable doit proposer à son client, si c'est possible, une solution compatible qui sert ses intérêts. Voilà, c'est comme ça, je pense qu'il faut le voir. Et en même temps, la guerre qui est en train de se mener, qui est une guerre marketing, qui est de dire les banques, tu vois, je vais prendre Collecto, je vais prendre toutes les banques qui ont leur PA maintenant, qui envoient des messages. Enfin, tu vois, des fins d'année, j'ai reçu de toutes les banques les messages. Tiens, au fait, on a ce nouveau service de facturation, prends-le. Tout le monde pousse vers le fait qu'ils veulent récupérer le flux de la solution compatible, quoi. C'est ça. Oui, en fait, ça devient un petit peu stratégique à tous les niveaux. Ouais. Quand en fait on prend les banques, alors ça me fait doucement marrer, ils se font attaquer en fait d'un côté qui était leur métier par des contos Shine & Co, parce qu'en fait ils n'ont pas su répondre donc à un besoin. Or là, ils se lancent en fait donc dans l'édition de logiciels, ce qu'ils n'ont pas fait pour leurs propres intérêts. C'est là où j'ai un peu de mal à comprendre. Donc ça c'est mon esprit très cartésien qui comprend pas le truc. Ils auraient mieux fait en fait, je pense, se concentrer sur en fait leur outil plutôt que se lancer là-dedans. Et derrière, qu'est-ce qu'ils voient derrière? C'est qu'en fait, comme ils voient arriver des solutions compatibles qui vont gérer en fait les factures, les machins, et qu'en fait la finance intégrée s'intègre dans ces outils-là, eux perdent les flux. Donc là, c'est la course au flux. Ouais, donc c'est la course au flux. Et ils se disent quelque part, à partir du moment où en effet, j'ai les flux d'achat, de vente, entre guillemets, ils n'en ont rien à faire, eh bien en fait, je vais avoir donc derrière, je vais garder les flux bancaires. C'est ça en fait leur truc, leur stratégie en fait derrière. Ce à quoi, en fait, je leur dis, mais messieurs les banquiers, plutôt qu'en fait mettre des abonnements pas possibles, avec des frais de virement, etc., enfin, regardez ce qui se passe dans les néobanques, faites en fait la même chose et que en fait, le plug avec vous soit aussi simple qu'avec eux, et vous verrez, vous perdrez pas de flux. Enfin, voilà, c'est un petit peu, du coup, je profite pour le message. Ouais. Bon, je l'ai déjà dit à mes banquiers, mais... mais ça permet de leur repasser. Voilà, c'est ça. Tu leur enverras, tu leur feras partager l'épisode. Bon. Et du coup, juste après, je vais revenir sur ma question initiale de comment tu tiens face à... C'est quoi la stratégie d'ACD et comment tu fais face à autant de millions et je pense que ton bureau doit être rempli de LOI, de messages, d'appels, ton téléphone doit sonner régulièrement. J'ai beaucoup d'amis. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait déjà un moment. mais juste pour revenir un peu le partenariat, parce que le compte pro est le nouveau terrain de jeu, je dirais, de tous les éditeurs. Toi, à la place d'un Swan, tu vois, d'un Penny Lane qui s'est mis avec Swan ou d'un MyUnisoft qui s'est mis avec Swan, toi, tu as fait le choix de faire le partenariat direct avec Conto. C'est-à-dire qu'en gros, le cabinet client ACD qui veut pousser un compte pro à son client va pousser Conto pour que ça s'intègre directement dans ACD. Oui, alors c'est d'ailleurs un peu en rapport avec la question en fait suivante sur donc l'ADN d'ACD. Au niveau ACD, je l'ai dit en fait en préambule, on a toujours voulu rester le partenaire de l'expert comptable et en fait en lien avec l'expert comptable et ne jamais s'immiscer entre l'expert comptable et son client. Voilà, c'est toujours été, je dirais, un petit peu l'ADN, notre façon en fait de voir, etc. Or, toutes les solutions, on a regardé en fait Swan à l'époque, alors quoi qu'ils ont en fait un peu changé leur vision. Mais donc à l'époque, nous devenions agence bancaire et c'est nous qui avions en fait et contractualisions avec en fait le client final du cabinet.
Donc je trouve que voilà, j'ai pas voulu de ça, et ça je trouve que c'est pas bien. On a on se met dans la relation en intermède, en fait la relation entre le cabinet et le client, et ça c'est ce qu'on n'a jamais fait et ce qu'on ne veut pas faire. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait avec Conto c'est différent. Donc puisqu'en fait nous eh bien, on contractualise pas avec le client final, mais c'est en fait Conto qui contractualise. Voilà. Alors, je dirais c'est à deux niveaux. C'est que déjà, nous, on avait aussi beaucoup de demandes de clients Conto, qui en fait, et des cabinets qui nous disaient, mais nous, on a plein de clients Conto, comment on fait pour récupérer donc là les écritures? C'est un petit peu comment c'est comme ça. Donc, et d'ailleurs, comme toutes les interfaces. C'est parti en fait d'un besoin, et ce besoin en fait on l'a également transformé en opportunité, d'avoir en fait la possibilité d'aller un peu plus loin et puis d'intégrer un compte pro à l'intérieur en fait de nos applications, en plus en fait d'intégrer d'ailleurs toutes les fonctionnalités que peut amener en fait un Conto. Mais il y a surtout en fait le choix d'un Conto par rapport aux autres, c'est que ACD ne contractualise pas avec le client final. Voilà, c'est surtout ça qui a guidé notre choix. Après, je vais te dire, si je reprends Booster Digital, si j'ai Conto tu les as, Revolut. Oui. En fait, Revolut va s'intégrer aussi, j'imagine, dans ma prod ACD. Oui, ou pas de la même manière. Sauf qu'en effet, après, avec Conto, on a fait quand même un partenariat extrêmement fort, et qui est extrêmement direct. C'est-à-dire que dès qu'il y a en fait des opérations qui sont faites, je sais pas, j'ai une facture d'achat qui arrive en fait dans ACD, je dis je paye, l'écriture est passée automatiquement en même temps que la transaction bancaire. Donc c'est là où c'est très bien intégré, quoi. Voilà, c'est que là où l'intégration est extrêmement forte. Il y a une facture en fait de vente qui est faite donc dans Conto, elle est immédiatement en fait dans ACD. Le relevé bancaire en fait s'intègre, je dirais naturellement. Okay. Donc voilà, on est allé en fait un peu plus loin. Après, donc bien entendu, s'il y a des Revolut et autres, pourquoi pas. Mais nous, ce qu'on ne voulait pas, et ça faisait partie en fait de la question, on ne voulait pas en fait nous être le client bancaire du client final du cabinet. Voilà. On veut la laisser. Tu gardes en fait ta place de je suis éditeur partenaire du cabinet. C'est ça. Je suis là pour servir le cabinet, pas pour lui piquer ses clients. Voilà, pour faire simple. Et quand tu vois toutes les transformations qu'on est en train de vivre avec tout le monde qui... Une partie, je peux pas dire tout le monde, mais tu as une partie qui va chasser directement le client final. C'est le choix de chacun. Ouais. C'est pas le mien. Ouais, mais ça veut dire que ça soulève le sujet pour les cabinets de se poser la question aujourd'hui stratégique, de dire où j'emmène ma boîte dans 5 ans, quoi. Je pense qu'en fait, il faut qu'ils se posent des bonnes questions, et de savoir où ils veulent aller, s'ils veulent pas revivre des choses qu'ils ont déjà vécues. Voilà. C'est-à-dire ? Ah oui, tu veux dire, oui, avec Silae ou autre. Par exemple. Je peux me permettre, moi. Oui, donc voilà. Non, mais par exemple, oui. Je veux dire, il n'y a pas. Aujourd'hui, il faut faire attention. Quand en fait on progresse très fort, et qu'on veut pénétrer un marché, on fait forcément du dumping. C'est juste évident. J'ai rien inventé en fait là-dessus. Tout le monde fait ça. Ouais, c'est la stratégie de pricing. C'est assez connu. C'est la stratégie basique connue. Voilà. Je pensais qu'en effet les tarifs vont rester au même niveau. Voilà. Avec ACD, les clients qui sont clients depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je parle même pas du papa de Mathéa. Combien ils ont eu de changements de version et quand ils sont passés il y a 40 ans de la S400 à la micro, oui peut-être. Mais c'est tout, un peu de formation, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, les prix n'ont pas en fait explosé ou évolué pendant en fait des années. Les prix sont standards, constants. Je reviens sur mon sujet. Comment ADN. Tu fais face à... Alors, t'as l'ADN, et en même temps, comment tu fais face à X centaines de millions d'euros qui sont en train d'arriver, qui se sont déjà déversés en 2025. Ça a commencé 2024-2025, qui arrive très fort sur 2026. Comment ACD va faire face à tout ça ? C'est quoi la stratégie ? Alors la stratégie, alors déjà, c'est aussi une stratégie d'ADN. Moi, j'ai toujours dit que l'argent, entre guillemets, ne m'intéressait pas. Je l'ai prouvé en fait en 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on me dit que je vais me faire racheter. Ça fait 25 ans qu'on dit. Ouais. Alors,
J'ai toujours en fait beaucoup rigolé parce qu'en fait, il fut un temps, de toute façon, j'étais une petite société qui allait pas survivre. Puis j'allais me faire racheter. Et puis de toute façon, ça dépendait le nombre de zéros en fait, sur en fait le chéquier, enfin etc. J'ai tout entendu quoi. Maintenant, j'ai aussi entendu récemment sur les réseaux que j'étais vieux, qu'il fallait que je laisse la passe. Donc ce en quoi, les gens, ils ont peut-être pas complètement tort. Donc j'ai toujours dit que je voulais pas être un vieux con. Donc voilà. Donc au-delà en fait de tout ça, il y a surtout en fait, il faut surtout se poser en fait la question, c'est pourquoi ACD est arrivé où il est arrivé alors que quelque part il a toujours été un non-sens économique. Enfin, pourquoi on s'est développé alors qu'il y avait des gens comme Sage. Sage, c'est pas n'importe qui, quoi. Qui a eu en fait des gens comme Cégide. Encore une fois, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, Cégide. Enfin, au bout d'un moment, on s'arrête 2 minutes et on fait bravo Jean-Michel Aulas, quoi. Enfin, je veux dire, faut savoir reconnaître quand même les entrepreneurs et tout ce qui a été fait derrière, même avec un Pascal Houillon que je salue au passage. Ils ont fait quand même des choses, quoi. Mais comment, en fait, ACD peut résister par rapport à ça, lors de l'ensemble de ces décennies Pourtant, on a été innovant, pourtant, on a su progresser. Je le disais tout à l'heure, en 2010, Sage était très fort, Cégide était très fort, et on n'était qu'à 800 cabinets, comme on a fait pour multiplier par 4 le nombre de cabinets. Et comment t'as fait ? Donc, j'ai été C'est quoi la secret sauce ? J'ai été malin. C'est quoi ? En fait, encore une fois, ça fait partie des partenariats, ça fait partie aussi en fait de l'anticipation et d'essayer d'être agile le plus possible. Ça fait partie en fait du truc. Et de toute façon, quel que soit l'argent qu'on peut avoir à disposition, et certes il en faut, d'accord. Ça c'est très clair. Donc aujourd'hui. Il faut surtout en fait derrière être agile et regarder en fait les mouvements de marché. Et en fait ne pas les rejeter. Quand je vois en fait des réflexions, je les tairai ici, mais que en fait je peux avoir et que je peux entendre. Tu peux les dire, on est entre nous, t'inquiète. Oui, donc mais enfin, je me dis que les gens, au bout d'un moment, ils se mettent la tête dans le sable. Ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable. Au bout d'un moment, il faut factuellement, alors ça c'est peut-être mon esprit un peu cartésien qui amène en fait là-dessus, mais factuellement, il faut admettre en fait des choses, et donc à partir de là, plutôt que se lamenter, se retrousser les manches et être malin. Mais encore une fois, c'est par en fait l'innovation, par l'observation du marché, et surtout en fait par l'accompagnement. Et ça, aujourd'hui, on peut se poser en fait la même question entre un petit cabinet qui, encore une fois, représente 80% de la profession et des très gros cabinets. Donc si en fait on part là-dessus, ça veut dire que derrière, les gros cabinets vont avaler tout. D'ailleurs, certains gros cabinets le pensent. Moi, je pense au contraire que quand en fait on reste à taille humaine et autres, on amène aussi autre chose. On amène un niveau d'expertise qui en fait est bien supérieur à des grosses sociétés et autres. Donc il y a forcément de la déperdition quand on fait une croissance à la fois rapide ou quand en fait on a une grosse structure. Voilà. Donc moi régulièrement, tous les clients ils peuvent venir me voir, ils ont tous mon mail, et quand ils ont en fait besoin, ils s'en servent, ils ont bien raison. Donc voilà, donc c'est un petit peu en fait tout ça, rester agile, rester attentif, répondre en fait aux besoins du marché. Après, donc forcément, quand on répond à des besoins, on ne contente pas en fait tout le monde. Moi, je sais qu'en fait, on a des clients qui sont établis, etc., qui voudraient qu'on aille plus loin au niveau de la technicité comptable, etc. Je leur dis, je peux pas tout faire. Et aujourd'hui, c'est pas la priorité. La priorité, c'est la digitalisation, c'est en fait la finance embarquée. C'est ça, la priorité. Alors, sachant qu'en fait, derrière, il y a aussi... Si l'IA va amener un certain nombre en fait de bouleversements, ça va amener aussi un certain nombre d'avantages. Parce que de l'IA aujourd'hui bien utilisée, et on le voit déjà un petit peu en fait partout. On en parlait hier avec Elsa, ne serait-ce qu'en fait au niveau des vidéos et autres. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, un bon IA, on lui fait un script bien fait. Enfin, je veux dire, la vidéo en 2 heures elle est faite, quoi. Où il aurait fallu aller au bas mot 2 jours, si c'est pas 2 semaines, avant. Donc on voit bien en fait la puissance en fait de la chose. Et d'ailleurs, on est à peu près tous d'accord au niveau des spécialistes en fait là-dessus. Le nombre,
parce que ça fait partie aussi des révolutions de la facture électronique et des évolutions technologiques, c'est en fait la partie purement personnelle. Les collaborateurs soit vont décroître, soit vont se stabiliser si on a une forte croissance. Tu veux dire le nombre de collaborateurs? Le nombre de collaborateurs. Mais quand je dis ça, je ne parle pas qu'au cabinet comptable, je parle aussi et avant tout à moi-même. Parce que chez ACD, le nombre de collaborateurs, je ne suis pas sûr qu'en fait, les prochaines années, il évolue tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, va y avoir toutes les évolutions en fait, technologiques, et notamment avec l'IA. Aujourd'hui, on voit bien, on multiplie, on divise, pardon. Donc les temps de développement, de manière considérable, quoi. Nous, on l'utilise déjà depuis quelques années, ne serait-ce que pour des revues de code. Ça, c'était en fait des choses. Alors, on avait déjà mis en place, et notamment avec mon associé, mais qui était très mal perçu. Quand en fait, il y avait un développeur qui regardait le code de l'autre et qui le critiquait, c'était des problèmes. Voilà. Alors maintenant, si c'est l'IA qui lui dit, attends, là, t'as fait n'importe quoi, revois-moi ça, comme ça, il accepte et c'est juste normal. C'est devenu un outil pour lui. Ouais. Donc ça, c'est pour la revue de code. Et puis, forcément, pour le développement, aujourd'hui, mais partout. On a un courrier à faire. On écrit. Il fut un temps, on écrivait le courrier, on lui disait corrige-moi, s'il te plaît, monsieur copilote ou ChatGPT. Aujourd'hui, on prend le téléphone, on demande à Gemini de m'écrire en fait un courrier, dans tel format, tel machin. Voilà, comme ci, comme ça, et puis il me pose en fait le truc. C'est pareil partout. Et tu vois, là j'arrive sur les questions. T'as passé les questions indirectement, c'est marrant, t'as passé les questions qui piquent des membres de l'Accounting Business Club au fur et à mesure, mais là j'aimerais venir sur une quand même qui colle avec tout ce dont on vient de parler, c'est comment tu vois l'avenir des éditeurs historiques de la profession. Alors là, honnêtement, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc profite d'être au micro pour répondre à tout le monde, comme ça au moins c'est clair. Ouais, voilà. Je vais ensuite diffuser. Alors comme tu le sais, j'accompagne en fait des jeunes sociétés très sympathiques et très dynamiques, notamment en fait Manerty, et donc il me posait en fait la question il y a pas très longtemps en me disant comment tu vois l'avenir d'ici 1 an ou 2, machin, ou même à 5 ans. Alors je lui ai dit écoute, jusqu'à maintenant je pense que j'ai une vision relativement éclairée, mais alors honnêtement on arrive là à un tel bouleversement. À plus de 2 ans, je ne sais pas te dire. À plus de 2 ans, je ne sais pas te dire. Donc voilà. Et il me dit ah ouais, mais c'est bizarre. Il y a Stéphane Reynaud qui m'a dit exactement la même chose. Je dis je pense qu'en effet, c'est quelqu'un de lucide. Donc que j'apprécie, je le salue au passage. Et en effet, aujourd'hui, quelqu'un de lucide, pour en fait avoir des visions à plus de 2 ans, faut s'appeler Madame Irma, quoi. Faut prendre la boule de cristal et ou tirer les cartes, faire un truc. Mais pour avoir en fait une vue rationnelle, je sais pas. Alors après. Pour moi, un éditeur historique, ça veut rien dire. C'est en fait un jeune éditeur qui a en fait de l'expérience, un éditeur historique. Ouais. Alors, on peut très bien dire qu'en fait, ACD est un dinosaure. Depuis en fait 45 ans qu'il est sur le marché, au bout d'un moment on devrait mourir, quoi. Tu fais partie des historiques. Voilà, je pense que c'est dans la définition de. Ouais, je pense. Mais c'est quoi historique ? Je veux dire, et d'ailleurs, un nouvel entrant qui est là, depuis, je sais pas, 5-6 ans, dans 5-6 ans, donc il est mort. Donc il en faut un autre. Donc c'est quoi ? C'est le renouvellement perpétuel par c'est là où en effet au bout d'un moment on en revient d'ailleurs à la question précédente, c'est comment on fait donc pour exister et pour en fait résister. Et bien là encore une fois, il faut en fait constamment se remettre en cause et constamment en fait refaire ce qu'on a déjà fait. Il est clair que technologiquement parlant, les programmes en 20 ans n'ont plus rien à voir. Technologiquement parlant. Il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais vous développez encore avec des anciennes technologies. » Ah bon ?
Mais qu'est-ce qu'on développe encore avec des anciennes technologies? Alors oui, bien sûr, il y a des choses qui ne méritent pas donc de la nouvelle technologie et qui marchent très bien en fait comme ça, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, quand on a des applications donc en Android, en iOS, en web, même en fait en déporté, bien entendu que c'est développé avec les mêmes outils qu'en effet quelqu'un qui arriverait aujourd'hui, avec exactement les mêmes outils. Donc c'est pour ça qu'en effet, ce qui fait un petit peu la force à la fois d'ACD, mais de tout éditeur, c'est de savoir se renouveler et surtout de faire évoluer en fait sa gamme. Alors ça aussi a un autre avantage, des clients en fait aussi historiques. En fait, ont pu continuer donc avec le même logiciel, sans en fait se faire reformer, sans rupture technologique, en gardant en fait historique, etc., etc. Donc ça a en fait tout un tas de choses. Alors après, moi, ma définition, et pour répondre à ta question, c'est pas tellement en fait les éditeurs historiques ou pas, c'est qui en fait aujourd'hui va résister au tsunami. Parce qu'en fait, on est alors. On appelle ça un tsunami, et des fois, moi je dis, c'est plutôt en fait un ouragan. Et en fait, je le vois un peu comme ça. Et aujourd'hui, il est en catégorie 4, et en 2026, il va passer en catégorie 5. Ouais. Toi, tu le vois comme ça? Donc, moi, je le vois comme ça, parce qu'encore une fois, l'ouragan est nourri par toutes les choses en fait qu'on a dit précédemment. La facture électronique, la digitalisation, l'intelligence artificielle, les évolutions technologiques, la financiarisation, l'open banking, les nouveaux, d'ailleurs... Les nouveaux entrants, ça amène des nouveaux entrants sur le marché, quoi. Oui, les nouveaux entrants, mais aussi les changements en fait de culture. Les changements sociétals, tout simplement, les nouvelles façons en fait de consommer. Je veux dire, et c'est tout ça. Et tout ça nourrit l'ouragan qui se transforme. Aujourd'hui, je pense que personne n'est à l'abri. J'ai pris un pari un peu funeste, qui me désole un peu, mais je suis pas certain que tous les éditeurs qui étaient au dernier congrès de Lyon soient présents au prochain en fait congrès. Même de Paris? Même de Paris. Ah ouais. Même de Paris. Je pense Ou du moins, ils seront sous d'autres noms, quoi. Alors, peut-être sous d'autres noms, mais aussi, ils vont peut-être même disparaître. Ah ouais, dès 26, quoi. Oui, bien sûr. Tout simplement, disparaître même du marché. Ah, mais attends, tu vois, là je vais te dire, je suis dirigeant d'entreprise, je suis dirigeant de cabinet. Putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans ce moment d'incertitude Encore une fois, est-ce que des gens comme Cegid ou Sedge vont disparaître? Non, ils vont pas disparaître. Et de toute façon, on va y avoir un peu de temps avant que ça se passe. D'accord? Mais oui, donc aujourd'hui, je pense que tout le monde se pose la question. Ouais. Et les gens qui ne se posent pas la question, ils sont juste des fous. C'est un petit peu, comme tout le monde le sait, nous, notre partenaire principal, et notamment dans notre offre ACD on demande, c'est Coaxis, et avec lequel on a, 1300 cabinets comptables, quand même. On a eu, en fait, une cyberattaque il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc c'est vrai que ça nous a secoué fort. On s'en est, je dirais, bien sorti. On s'en est sorti par le haut. On continue d'ailleurs, en fait, un certain nombre de choses. Donc voilà, mais on se prépare à la prochaine attaque. On se part à la prochaine attaque. C'est pas parce qu'on a été attaqué il y a 2 ans qu'en fait on est tranquille maintenant. Allez, la foudre elle est tombée sur la maison, elle va pas retomber une deuxième fois, mais bien sûr que si. Ouais. Mais bien sûr que si. Et d'ailleurs, plutôt que 2 paratonnerres, on en a mis un 3e, on ne sait jamais. Voilà, et d'ailleurs, tous les jours, entre guillemets, il y a en fait des alertes, des machins et trucs. Ouais, le risque cyber est extrêmement présent pour vous en tant qu'éditeur. Mais bien sûr, encore une fois, je parle de Coaxis parce que je connais bien, mais bon, entre le Noël et le jour de l'an, on a encore fermé des sessions parce que en fait, il y a eu en fait des attaques auprès en fait de nos clients. Mais récemment, on a vu la Poste. Qui peut se prémunir en fait qui en fait est au-dessus en fait de tout ça? Mais personne.
Personne. Et c'est là où en fait faut pouvoir s'adapter, faut pouvoir en effet donc redémarrer en fait très vite. Et d'ailleurs tout ce qui a été fait au niveau de Coaxis, bien entendu, bon il y a plein de gens qui auraient voulu qu'on communique et autres. Enfin dans le secret défense, on communique pas. Donc on reste très discret sur en fait ce qu'on fait. Mais bon tant en fait au niveau des plans de reprise, des plans de continuité, donc des cloisonnements, enfin de tout un tas en fait d'arsenal. Enfin il y a des dizaines et des dizaines de choses qui ont été faites, qui en fait ont provoqué aussi de temps en temps un peu d'instabilité, mais n'empêche que et on va continuer donc à bouger en fait là-dessus. Donc c'est pour ça, je reviens en fait à ta question. Donc aujourd'hui, la question c'est en fait qui va en fait être là après-demain quoi, et qui va donc passer ce virage de 2026-27 parce qu'il est là le virage pour se retrouver à 2028-29 où là la tempête sera passée et bon, faudra certainement en fait reconstruire, mais il y aura peut-être en fait aussi autre chose. C'est intéressant. Tu vois 2 ans, 2 ans de tempête, et ce qui est bien pour redessiner un paysage, mais ça veut dire qu'en pleine tempête, il y a plein d'opportunités. C'est là où c'est quand la marée se retire que tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, Elsa va rigoler donc en entendant ça, mais bon, j'adore les citations. Il y en a une qui j'apprécie particulièrement. C'est celle qui en fait parle quand les vents du changement soufflent. Certains construisent des abris, d'autres des moulins à vent. Voilà. Donc, alors beaucoup se mettent dans les abris en disant oula, moi je me planque. Voilà. Moi j'aurais plutôt tendance à construire des moulins à vent. Donc voilà. En regardant en fait la voile pour pas tout déchirer. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi un peu partie de la question précédente. Comment on fait pour en fait résister je me mets pas dans l'abri, mais j'essaye de pas faire n'importe quoi. Pas toujours évident, mais bon, donc voilà. Mais c'est là où en effet, au bout d'un moment, il va falloir en fait être extrêmement réactif et puis en fait regarder le truc. Mais là encore une fois, pourquoi on peut se poser aussi la question de pourquoi arrivent les fonds. Donc pourquoi arrive en fait autant d'argent en fait dans ce marché. Mais parce que en fait le marché n'est pas celui qu'on a connu. On a connu un marché où il y avait 10 000 experts comptables, puis 15 000 experts comptables. Aujourd'hui, on a passé les 20 000 experts comptables. Mais est-ce que c'est toujours ce marché qui, en fait, intéresse un AG Capital faut être réaliste quand même. Non. C'est le marché des entreprises. C'est le marché final, c'est le client du cabinet. C'est là où en fait emmène également la facture électronique. Parce que la facture électronique, on en parle en France, mais là, et depuis quelques jours, la Belgique vient d'y passer. C'est avant tout, alors certes, une réforme qui intéresse bien la France pour en fait collecter quelques milliards, qui nous manquent au niveau de la TVA. C'est surtout en fait une directive européenne qui va l'imposer à tous ses États membres. Donc c'est ça le truc. Mais à partir du moment où en fait on impose à tous les États membres, c'est-à-dire que, comme en fait on l'expliquait tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est plus en fait la digitalisation des cabinets, mais la digitalisation de l'ensemble de l'économie et l'ensemble en fait des entreprises. Les entreprises, on parle de 4 millions en France, 30 millions en Europe, un marché de plus de 50 milliards. C'est ça qui intéresse en fait les fonds aujourd'hui. Donc voilà, c'est en fait l'ensemble de ce marché. Et c'est en fait ce mouvement en fait qui est en train de s'opérer, quoi. Et tu vois, je vois le temps qui passe, mais j'ai encore quelques questions parce que j'adore cet échange. Mais Stéphane revenait des États-Unis et en tendance, tu vois, en lame de fond, il me disait qu'il y a cette logique un peu de dérégulation, c'est-à-dire que, alors bon, là en ce moment aux US il y a quand même beaucoup de dérégulation un peu partout, mais c'est une lame de fond, c'est-à-dire qu'ils sont à 2 doigts de baisser le niveau. Alors ça va dépendre des États, mais de baisser le niveau pour faire de la compta. Est-ce que tu vois dans ce que tu imagines là une dérégulation, donc une montée en puissance des éditeurs en fait, c'est un peu une question qui pique aussi. Tu vois, est-ce que tu vois en fait, quelle est la place des éditeurs face à tout ce qui est en train de se passer par rapport au marché de l'expertise comptable? Alors, je ne sais pas si c'est une question qui pique, mais c'est une question qui, en fait, qui doit se poser. J'étais avec un grand groupement en début d'année 2025 et en fait, il me posait aussi la question. Il parlait en fait également du lien entre les éditeurs et les cabinets comptables. Moi, je leur disais, mais par rapport à l'outil, tout le monde va être dépendant.
Mais bien sûr, vous allez être, vous, cabinet comptable, de plus en plus dépendant de la solution que vous allez choisir. Bien sûr. Mais c'est une évidence. Okay, ouais. Mais j'ai toujours en fait une métaphore qui est en fait le terrassement. Il y a 50 ans, alors je ne sais pas si c'est il y a 40, il y a 100, peu importe, mais on va dire il y a 50 ans, donc il y a très longtemps. J'avais un énorme trou à faire. Je faisais quoi ? Je prenais 100 personnes, 100 brouettes, 100 pelles, 100 pioches, et je dis, allez les gars, maintenant on creuse, quoi. Hein. Donc voilà, ils creusaient, et puis ils creusaient pendant, je sais pas, 2 ou 3 mois, et puis ils faisaient le gros trou. Aujourd'hui, on fait quoi ? On fait allô la pelle mécanique, donne-moi 2 pelles mécaniques et 3 camions. Voilà, j'ai 10 personnes, hein, donc j'ai 10 fois moins de personnes. Et puis, en fait, le truc, il est fait en 2 semaines, au lieu d'en 2 mois. Par contre, l'outil, c'est quoi le coût des pelles, des pioches et des boîtes par rapport, en fait, aux 2 pelles mécaniques et aux 3 camions ? C'était que là, l'outil. Ouais. Seulement, en fait, on avait payé 90 personnes au lieu de 10, quoi. Voilà, le rapport est exactement, en fait, le même. Donc aujourd'hui, faut pas rêver, hein, mais l'intelligence artificielle, géniale, mais ça va coûter cher, très cher. Et là, pour le coup, ce n'est plus en effet comme avant. Avant, on pouvait dire, bon, allez, Eric, tu sors un logiciel. Ah, il t'a coûté 100. Parfait, allez, il y a 10 personnes, c'est 10 chacun. Il y a 100 personnes, c'est 1 chacun. Enfin, voilà, on peut avoir une échelle d'économie, de rentabilité. Voilà. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est pas comme ça que ça marche. À chaque fois qu'on pose une question, on paye. Voilà. Alors après, on peut dire, ah ouais, mais moi, je suis sympa, je m'appelle ACD, hein, monsieur, je sais pas, Gemini ou ChatGPT ou OpenAI, vous allez faire payer moins. Oui. Bon, on peut toujours essayer, hein, on peut toujours tenter, mais non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Hein. Donc là, c'est clair. La dépendance avec les outils, mais encore une fois, je donne pas de leçons au cabinet comptable, c'est vrai aussi pour les éditeurs. Hein, si en effet, on peut se permettre donc demain de ne pas en fait faire croître la masse salariale, hein, le nombre de collaborateurs, chez ACD, chez les éditeurs, c'est la même chose. Au niveau des experts comptables ou toute société en fait de service, c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'appuie sur les outils. Et donc moi, Eric Choteau, je vais être dépendant en fait des outils que je vais utiliser qui me permettent en fait d'être plus productif. Bien sûr. Oui, c'est une évidence. Pour les cabinets, c'est exactement pareil. Ouais. Donc, il faut s'attendre à de plus en plus de dépendance. 2, à les payer de plus en plus cher. Enfin, je suis désolé d'être un peu cash. Non, mais il faut pour les prises de conscience. Je crois que c'est une réalité. Et de penser en fait l'inverse, c'est juste pas possible. Je prends juste l'exemple en fait de la partie IA. Hein. Demain, on utilisera de plus en plus d'IA et ça coûtera de plus en plus cher. Hein. La part, en fait, d'ailleurs, des outils que les éditeurs prendront, donc voilà. Et d'ailleurs, en matière d'IA, hein, on connaît tous forcément l'IA générative. Arrive l'IA agentique, hein, c'est quand même une IA qui peut prendre des décisions, qui fait en fait un certain nombre de choses. Taf, ouais. Donc, mais après, c'est toujours pareil, il va y avoir de plus en plus aussi des agents d'IA. Hein, il y a des gens qui me disent, ouais, mais qu'est-ce que vous utilisez comme IA ? Alors aujourd'hui, on peut dire, ah ouais, j'utilise Claude, Mistral, machin, mais alors déjà, aujourd'hui, chaque IA va être spécialisée dans un domaine. Ouais. Je veux gérer, en fait, je sais pas, de la musique, c'est une IA. Je veux gérer de l'image, c'est une autre IA. Je veux gérer, je sais pas, des films, c'est encore une autre IA. Je veux gérer, certaines choses, voilà. Et après, c'est pas pour autant que, en fait, j'ai quelque chose à faire, qui en fait est très bien fait par une IA extrêmement performante. Hein. Aujourd'hui, je rappelle que le top des IA, c'est pas ChatGPT, hein, c'est Gemini. Hein, donc, voilà. À date. En tout cas, au moment où on enregistre, ça peut changer. Mais ouais. Voilà, donc, mais donc aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin en fait de se payer le top des IA pour faire en fait des travaux basiques sur une IA ? Se poser des bonnes questions. Donc, bien sûr que non. Donc, on utilisera en fait des IA entre guillemets. Tout à fait, complètement lambda pour en fait des opérations lambda, mais qui en fait auront un moindre coût. C'est comme ça qu'on utilisera en fait l'IA.
par agent, par secteur, par tout un tas de choses, quoi. Et donc, ce que je retiens de tout ça quand même, c'est qu'il y a un vrai... On est en pleine transformation, quoi. En fait, et c'est maintenant qu'il faut avoir fixé un cap. Quand bien même on sache pas, et c'est intéressant que même toi, avec l'expérience et tout ce que tu as vu, tu me dises que d'ici 2 ans, tu sais pas où ça va, il y a quand même un cap en tant que dirigeant que tu dois te fixer, embarquer et y aller, quoi. Soit tu vas dans la cabane te mettre à l'abri, soit tu montes la voile. Oui, mais c'est justement en fait cet état d'esprit qu'il faut avoir. À partir du moment où en fait on se met dans l'abri, on ne peut pas voir en fait ce qui se passe. Et en fait on ne peut pas voir le jour en fait où il y a un brin d'éclaircie, on peut pas en fait bien mesurer le vent, on peut pas en fait faire en fait tout un tas de choses. Ça en fait c'est pas possible à faire. C'est là où en effet il faut être constamment en mouvement et constamment en fait en observation donc pour pouvoir en fait prendre les bonnes décisions et de pouvoir en effet se faufiler et être extrêmement agile pour en fait passer en fait ce virage important qu'on vient de décrire. Et encore une fois, on verra où on en sera fin 2027, mais là il y a déjà un cap hyper important avec la facture électronique. Voilà. Ouais. Et tout ce que ça emmène, je veux dire, encore une fois, on cristallise sur la facture électronique, mais c'est en fait toute la tempête dont je parlais tout à l'heure, dont fait partie la facture électronique, qu'embarque la facture électronique, donc voilà. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, même si l'IA en fait beaucoup de choses et on voit en fait l'évolution en fait des IA, voilà. Entre en fait ce qu'on pouvait faire en début 2025 et fin 2025, c'est le jour et la nuit. Il y a même des IA que moi je connaissais pas en fait début 2025 qui sont arrivés et qui font des choses mais monstrueuses, quoi. Ouais. Donc et c'est là où en effet, de toute façon, dans tous les cas, il faut aller vers la digitalisation et ne pas avoir peur en fait d'y aller. Donc bon. Et là encore une fois, je continue à dire et j'ai toujours dit, d'ailleurs j'ai déjà fait en fait des ateliers là-dessus ou même des conférences et en fait qui expliquaient que c'est pas en fait un problème de génération, c'est pas un problème de digital ou autre. Non, c'est des gens en fait qui sont alertes et qui en effet ont toujours en fait la soif donc d'aller chercher en fait de l'information, la soif de découvrir, la soif. Donc voilà, moi quand je vois en effet des gens qui ont la moitié de mon âge et qui connaissent la moitié de ce que je connais, je dis au secours, quoi. Au secours, quoi. En parlant de ça, dernière petite question habituelle, est-ce que tu as une ressource à me partager, tu vois, un livre, un truc un contenu qui t'a inspiré, qui t'a permis de driver parfois ta boîte ou que je devrais lire? C'est quoi le livre que je dois lire? Non, je sais pas. Moi, encore une fois, j'ai toujours dit, j'ai toujours été animé par la passion, l'envie, etc. Allez, je l'ai déjà dit à beaucoup de monde, donc je vais le redire. Tout ce qui m'a un peu animé, c'est un petit peu en fait ce que j'ai dit à ma maman il y a une dizaine d'années. Forcément, j'ai la très grande chance d'avoir encore mes parents, une maman reste toujours une maman. Alors quand on a 30 balais et qu'en fait il y a une maman qui arrive et qui en fait demande où est son gamin, on le prend un peu mal. Quand en fait on a 50 ou voire 60 comme moi aujourd'hui, on trouve ça adorable. Comme quoi en fait on change. Mais n'empêche que ma maman me dit non mais Eric, tu devrais quand même ralentir parce que faut prendre soin de toi. Ça reste une maman. Je lui dis écoute maman, je t'explique. J'ai jamais travaillé de ma vie. Ouais. Je ne compte pas que ça arrive un jour. Je dis, mais je te promets, le jour où ça arrive, j'arrête tout de suite. Ouais, ok. Voilà. J'aime beaucoup. C'est ça, en fait, le truc. On ne peut pas, en effet, au bout d'un moment, rester à de tels niveaux, en fait, en travaillant, entre guillemets. Voilà, si, en fait, on ne prend pas plaisir, à la fois à les rencontrer les gens, en fait, à échanger avec eux, à être ouvert, à se remettre en question. Voilà, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Je pense que c'est un peu ça, le secret d'aujourd'hui, mais également de demain. Magnifique. Eric, je termine sur ça. J'aime beaucoup cette note d'optimisme après tout ce qu'on s'est dit. Où est-ce qu'on peut te contacter? T'as passé un bon épisode? Ah, très bien. C'est chouette. Impeccable. Donc, normalement, ça a comblé, ça a coché ce qu'on s'est dit au début, tu vois, de savoir est-ce que tu passerais un bon épisode. Normalement, c'était vraiment une discussion. J'ai pris beaucoup de plaisir. Écoute, si toi, tu as passé un bon épisode, moi, c'est bon pour moi. Ouais, moi, je me suis régalé. J'espère que les auditeurs se sont aussi régalés. Normalement, s'ils sont curieux par rapport à tout ce qu'on s'est dit, normalement, ça coche pas mal de choses. Où est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que je mets ton LinkedIn en description?
Oui, bien sûr. Alors, Ouais. tout le monde peut me contacter sur LinkedIn ou tout simplement, j'ai le même adresse mail que en fait, l'ensemble des collaborateurs d'ACD, donc e.choto@acd-groupe.fr. Donc, voilà. Bam, c'est donné. Ok. Voilà. D'habitude, je donne pas les adresses mail quand même, mais bon. J'avais pas de souci. Bon, évitez de tous de m'écrire Ouais. à la fois. Bon, en tout cas, c'est donné. Merci beaucoup, Eric, d'avoir pris le temps. Franchement, c'était un vrai Je t'en plaisir prie, merci d'échanger à avec toi. Je garde la bande sous le coude, tu vois, je la ressors fin 2027. mais il y a eu plein d'infos encore super utiles. Je pense que tous les auditeurs ont dû se régaler, en tout cas, et avoir encore, tu vois, ça répondait naturellement à toutes les questions qui piquent. Et donc, c'est dire que c'est des questions que les experts comptables se posent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir été transparent. C'était un vrai plaisir. Et moi, je te dis à très vite. J'espère poursuivre tout ça. À très vite. Merci à tous en tout cas d'être restés là. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Si l'épisode vous a plu, partagez-le au plus grand nombre. C'est toujours un plaisir. Et envoyez-nous des messages de temps en temps. J'aime bien savoir ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.